Test, test. Our next speakers, Alex and Yiska, will be talking about Apple's Rainbow Bridge for Satellite Communication, codenamed Bifrost. Nos prochains speakers, Alexander Heinrich et Jiska, vont nous expliquer quelque chose à propos des satellites et du Rainbow Bridge d'Apple. Alexander a un doctorat. Tu peux voir si quelqu'un a un airbag dans son sac. Elle a commencé sa recherche, son groupe de recherche, et aujourd'hui, comme je dis, ils vont parler de comment parler aux étoiles. Donc merci de faire un gros round d'applaudissements pour eux. Merci tout le monde pour être là. Il y a encore quelques places de disponibles, donc merci. Aujourd'hui, on va parler à propos de Bifrost, qui est un nom de code pour les communications de satellites pour l'iPhone. Si tu as un iPhone 14 ou 15. Donc un peu à propos de moi. J'ai un groupe de recherche à l'HPI, donc si vous voulez faire de la recherche avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Et avec ça, maintenant, je donne la parole à Alex, qui va vous parler à propos de la base. Donc moi, je suis Alex, je suis un chercheur en sécurité et un doctorant à l'université de Darmstadt. Et là, on va regarder à propos des fonctionnalités des satellites. On va d'abord vous expliquer les noms de code Stewie et Bifrost. Donc on a Stewie, et Stewie c'est le nom pour la transmission satellite de l'iPhone. Et après on a Bifrost, qui est un nom logique pour la transmission de la Terre jusqu'au ciel, qui vient de la mythologie. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire avec de la communication par satellite? Donc, l'une des fonctionnalités principales, c'est en cas d'urgence où tu n'as pas de réseau de téléphone, tu peux contacter les services d'urgence via la communication satellite, et ça fonctionne en remplissant un questionnaire, et puis ça envoie en fait ta position au service d'urgence. Et après, ils peuvent te répondre. C'est pas à propos d'une communication de téléphone, c'est pas basé sur du texte, mais ça marche plutôt bien dans le cas des urgences. C'est aussi une fonctionnalité qui est aussi contrôlée par Apple, c'est Find My. Par exemple, quand tu es en train de faire une randonnée en montagne, tu peux partager ta position avec tes amis avec Find My, et ça marche aussi avec le satellite. Tu peux le faire de la même manière que tu fais normalement sur l'application Find My. Et donc, tu peux pointer ton téléphone au satellite, vers le satellite, et puis ça fonctionne. Tu peux partager ta position en live avec des amis. Une autre fonctionnalité qui est aussi déjà disponible, c'est le mode démo. Donc c'est un moyen d'essayer les fonctionnalités d'urgence à l'avance, en quelque sorte. Quand vous êtes dans une situation d'urgence, c'est mieux d'avoir déjà appris à utiliser cette fonctionnalité. Le mode démo sert exactement à ça, à apprendre à utiliser, à envoyer un SOS d'urgence sans l'envoyer réellement. Alors, la communication par satellite, ça a besoin de satellites. Pour ça, Apple s'appuie sur le réseau satellitaire Globalstar. C'est un réseau qui a environ 70 satellites actifs. Le nombre exact de satellites actifs de la première génération n'est pas connu avec certitude, mais Apple a globalement acheté 80% de la couverture de ce réseau. Ce réseau a également des stations au sol et des unités de transmission, et les iPhones sont des unités de transmission.
Ce qui veut dire que quand vous envoyez un message au satellite, ce message est envoyé à une station au sol, et cette station au sol a une connexion Internet et peut faire à peu près tout ce qu'on veut, puisque le message peut être transmis à Apple et traité là-bas. Ceci a été conçu d'une façon qui est future-proof. Ce sont des satellites qu'on appelle bend-pipe, c'est-à-dire que le message arrive au satellite et est renvoyé en bas vers la station au sol. Il n'y a pas de système d'encodage ou de modulation spécifique. Apple peut utiliser le protocole et les systèmes les plus modernes. Ça marchera encore sur ces satellites qui ont été envoyés il y a 20 ans. On appelle aussi ça des satellites miroirs dans l'espace. Vous pouvez y penser à ça comme ça. C'est une métaphore appropriée pour ce qu'ils font. Donc ce qui se passe quand vous envoyez un message Find My au satellite, c'est que le satellite va simplement renvoyer ce message à l'identique à la station au sol. Il y en a environ une vingtaine dans le monde. Cette station au sol reçoit le signal et il y a un serveur Apple à cet endroit-là et le message nous transmis par Internet vers l'iCloud et iCloud donne accès à vos amis, à votre position dans leur application. Donc ça, c'est le fonctionnement basique, de la transmission par satellite, et c'est ça qu'on a essayé, nous, de reverse engineerer. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talks qui nous montrent comment on jailbreak l'iPhone 14 ou 15, mais qu'on a fait cette recherche, ce n'était pas disponible pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un téléphone qui n'a pas été déverrouillé, jailbreaké? Apple a un outil vraiment utile qui permet de reporter les bugs sur un téléphone qui n'a pas été jailbreaké. Avec l'outil de debug, on peut regarder les logs qu'il y a sur la communication entre le baseband et le modem qui est responsable de la communication avec le satellite. Donc là, on peut voir les octets tels qu'ils sont dans ces logs. Alors bien sûr, ici, c'est pas extrêmement lisible. On a les octets, mais on n'a pas le sens de ces octets. Pour cette tâche, j'avais un étudiant extrêmement compétent, Lucas, qui a été capable de faire une analyse de ce protocole. Il a développé un dissecteur pour Wireshark de ce protocole, y compris tous les messages propriétaires d'Apple. Donc ça, c'est pas des messages qui sont standards dans la baseband ou qui marchent sur n'importe quel autre board. C'est vraiment spécifique à Apple. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin de comprendre pour comprendre la communication satellite d'Apple. Donc, votre modem 5G sur un iPhone 14 n'envoie pas que des messages 5G, il envoie aussi des messages satellites. Pour que ça marche, il faut pointer le téléphone dans la bonne direction et il faut dire au modem où pointe le satellite. Il y a aussi des informations que le téléphone a sur où sont les satellites à un moment donné. Et de cette façon, le téléphone et le satellite peuvent se trouver l'un l'autre. Suite à ça, on a une phase qui a trait à la sécurité, donc de l'activation. On a une clé LLC dont on va parler plus tard, la configuration de la fréquence sur laquelle ils vont communiquer, etc. Suite à ça, on a une étape d'enregistrement. Une autre étape de sécurité où on échange la clé LLC. Et une fois qu'on a fait tout ça, là maintenant, on peut envoyer le message, le vrai message de Find My Location qu'on voulait envoyer. Toute cette danse d'activation, enregistrement et d'échange de sécurité n'arrive que quand on l'utilise pour Find My. Dans le mode de démo, ces données ne sont pas transmises. Et enfin, on va mettre à jour l'orientation quelques nouvelles fois. Il y aura pour l'utilisateur une barre de progression. C'est pas toujours exact, ça peut passer de 30% à succès instantanément. Et une fois qu'on a un succès, on a une réponse positive, comme quoi le message avec cette ID a été envoyé. Et enfin, on a une procédure de fermeture. On ferme la communication satellite pour éviter de drainer la batterie, etc. Et suite à ça, on revient dans un mode d'opération normal.
Alors bien sûr, l'utilisation dépend du cas, de ce pourquoi on l'utilise. Et on avait, nous, quelques exemples, on avait ces données, mais ce n'était pas vraiment du vrai reverse engineering. Ça ne nous disait pas comment ça marche en interne. Qu'a fait Apple pour ça? Tu peux au moins essayer Corellium. Ici, avec la configuration logicielle, il semble qu'il a quelques fonctionnalités disponibles à propos des satellites, mais il n'a pas de modem physique. Mais au moins, les fonctionnalités sont là. Heureusement, on a aussi eu un iPhone de test, de développement, un iPhone 13 mini. Il n'a aucune fonctionnalité à propos pour les satellites, mais ça pourrait être bien si tu pourrais faire semblant que ce téléphone a des fonctionnalités pour aussi parler aux satellites. Au moins, tu pourrais travailler avec cet appareil-là et pas avoir besoin d'un iPhone 40. Donc, on va maintenant parler des composants internes. Donc, Alex vous a déjà dit que tu ne peux pas tester le mode démo dans les options. Mais si tu vas dans Préférences et que tu fais essayer la démo, tu peux appuyer ensuite sur le bouton Comm Center. Et puis, ça va essayer de faire une connexion. Et ensuite, à l'intérieur, ça utilise le schéma L. Et puis, ça fait un call à l'URL. Et ensuite, tu as le SOS Buddy. SOS Buddy, c'est plutôt l'interface utilisateur. Et ensuite, ça va essayer de communiquer avec le satellite. Donc, même si tu as le SOS Buddy en arrière-plan, qui continue à faire des mises à jour, tu remarques aussi en haut à gauche l'icône de pizza. Et puis, on a des pizzas. Et j'avais aussi cette idée. Je prends juste un téléphone qui n'a pas été déverrouillé, je fais ma propre application, je laisse ouverte, tout ce que j'ai reverse engineer moi-même. Et puis surprise, et surprise en fait ça fonctionne seulement pour Emergency Tryout, mais ça ne fonctionne pas pour autre chose. Parce que aussi le Comm Center manque, enfin n'a pas des états que l'iPhone 14a. Et donc du coup, si on essaie de faire une vraie communication satellite, l'état du SOS Buddy et l'état du Comm Center ne sont pas cohérents et aucune communication ne s'établit. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire croire à ce téléphone qui peut parler à un satellite un peu plus au moins? On avait un iPhone 14, pas jailbreaké, mais qui a un modem qui peut parler au satellite, et un iPhone 13 mini, donc un téléphone de recherche jailbreaké, mais qui n'a pas de modem satellite. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu les combiner en quelque sorte? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous saviez que votre téléphone a une personnalité radio? Cette personnalité radio dit au téléphone quelle fonctionnalité la radio a. Est-ce qu'il fait les satellites, la 5G, la 4G, etc. Et quand cette personnalité est créée, on peut regarder le code qu'il a créé. On peut voir que ça charge les configurations des différentes features à partir de plusieurs endroits. L'un d'entre eux, qui est bien connu dans le monde du jailbreaking, c'est le Mobile Gestalt. Ça, c'est quelque chose une bibliothèque qui donne énormément d'informations sur quel est le téléphone matériellement. On obtient une configuration hardware, c'est juste un nombre qui décrit le modèle de téléphone qu'on a. On obtient aussi le nom commercial de cet iPhone. Et il y a une deuxième source de capacité qui est utilisée, c'est la Lib System Feature Flags. Et ça, c'est une liste de propriétés du système. Donc, notamment une propriété qui s'appelle téléphonie Bifrost, donc le système de communication par satellite.
Et si une de ces deux fonctionnalités existe, alors le système considère qu'on a une communication satellitaire. Donc, lors de mon premier essai, je me suis dit, je vais juste remplacer la liste des propriétés. Et le problème était que du coup, l'iPhone 13 essayait de charger un firmware d'iPhone 14 qui n'était pas là, et même si on le mettait là, ça ne marcherait pas parce qu'il y a trop de dépendance et d'incompatibilité. Mais si on connecte les choses plus méticuleusement avec Frida, on peut remplacer uniquement la configuration hardware utilisée uniquement à cet endroit, mais pas ailleurs dans CommCenter. Et avec ça, on pourra avoir l'initialisation de la personnalité radio comme on le veut. Alors, fort heureusement, sur un iPhone 13, on a déjà le feature flag Bifrost. Donc, presque tout le code nécessaire est déjà en place. Il y a encore quelques autres hooks qu'il faut qu'on instrumente pour que ça fonctionne. Vous avez peut-être déjà vu un autre talk que j'ai fait là-dessus. Mais ce qui est important, la chose la plus importante, c'est, vous avez vu tous ces logs, toutes ces captures qu'on a montrées de la communication avec le satellite. Puisqu'on n'a pas de modem physiquement, de modem physique qui supporte cette communication, il faut qu'on connecte des trucs pour faire croire au téléphone que le modem accepte ces messages. Donc, on instrumente les directions d'envoi et de réception vers le modem baseband, et on peut faker, on peut remplacer, se faire passer pour ce modem, prétendre qu'on a reçu les messages, prétendre qu'on a envoyé les messages, et une fois qu'on a ça, comme vous pouvez le voir, ça marche. Bon, ça ce n'est pas envoyé à un satellite, mais c'est aussi une fonctionnalité parce qu'en fait on peut essayer sans appeler les urgences. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. On peut essayer plusieurs autres choses. Par exemple, on peut essayer l'envoi d'un SOS, d'un message d'urgence. On peut aussi essayer la fonctionnalité tryout. Une chose aussi intéressante que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est qu'on peut aussi, par exemple, quand tu as un accident, donc tu tombes, tu as un accident de voiture, tu peux aussi déclencher cet appel d'urgence qui est fait de ta part vers les satellites et ensuite qui va déclencher l'arrivée des services d'urgence. Donc, par exemple, si ta connexion téléphone ne fonctionne pas, ça peut aussi utiliser les satellites. Tu as aussi Find My qui fonctionne aussi très bien sur l'iPhone 13 et le téléphone a vraiment l'impression que la position a vraiment été bien envoyée. Donc tu peux aussi le déclencher, tu peux chercher les satellites, mais en fait, si tu n'as pas un modem physique et que tu l'as juste mimiqué, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Il y a une chose assez importante qui est la configuration de Stewie et Bifrost. Donc si tu as Stewie qui est disponible sur un iPhone, ça configurerait beaucoup de choses. Et ensuite, tu peux rechercher. Tu peux pas vraiment regarder les fichiers parce que ces fichiers sont téléchargés en temps réel sur le téléphone. Donc, le premier fichier que tu pourrais regarder, c'est le fichier de CommCenter. Et donc, dedans, il y a des permissions. Avec une des clés qui est Trial Client. Et elle est assez intéressante parce qu'en fait, ça téléchargerait des fonctionnalités et ça les mettrait à l'intérieur de ces chaînes de caractères. Et ton téléphone ensuite peut comprendre qu'il est capable de recevoir certaines choses. Ici, on voit un exemple de ça.
une autre chose, ça c'est une chose qu'on voit par exemple, c'est une version graphique des cibles. On peut voir où est-ce que les satellites ils sont, on peut voir où est-ce que sont les stations satellites sur la Terre. Je pense que ces éléments sur les deux lignes ne sont seulement là que pour 30 jours. Et en fait, tous les 30 jours, tu dois remettre ton téléphone, enfin reconnecter ton téléphone pour pouvoir retélécharger ces fichiers et remettre à jour la position. Il y a d'autres choses que Apple te dit dans cette liste de propriétés. C'est les channels sur lesquels tu peux communiquer. Ce ne sont pas des fréquences. Donc ce ne sont pas des mises à jour. La dernière chose qui est aussi téléchargée en live et qui est encore plus intéressante, donc le Com Center vous contacterait le Mobile Asset ID et lui dit « Hey, je voudrais télécharger un codec et je voudrais un codec pour la langue allemande ou l'anglais. » Et donc en fait, pour la langue que tu as demandé, ça télécharge le fichier approprié. C'est des codecs de compression spécifiques à chaque langage, ce qui permet de gagner des octets, puisque bien sûr quand on parle de satellite, on a très peu de bandes passantes, donc c'est intéressant de pouvoir compresser ça de façon optimale. Alors, nous, on s'est surtout intéressé à la fonctionnalité Find My, histoire de ne pas causer d'appels d'urgence. Et quand on a commencé à regarder ça, moi j'ai voulu comprendre d'abord comment marche le partage de position avec Find My. Donc, si vous avez un iPhone, vous connaissez probablement cette fonctionnalité. Vous pouvez aller dans l'application Find My, vous pouvez ajouter des amis qui peuvent voir vos positions pour une journée, une semaine ou définitivement, enfin jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous recevez les emplacements de vos amis? Alors, votre téléphone moniteur votre position en permanence et quand vos amis veulent consulter votre emplacement, ça vous envoie une requête de position, ce qui vous donne une notification que vous pouvez voir, et cette notification déclenche l'acquisition de votre position. Et c'est là que, du coup, votre position va pouvoir être renvoyée, streamée jusqu'à Apple. Et Apple va les transmettre, du coup, à nouveau comme des push notifications, vers votre ami. Donc ici, on peut voir le diagramme d'état de mon ami qui est à un centre de congrès, et c'est là où je m'attends à ce qu'elle soit, et je peux voir sa position. Pour sécuriser cette communication, Apple utilise du chiffrement end-to-end des données de géoposition. Donc, bien qu'Apple retransmette les données, elles ne sont pas visibles à Apple. Ça utilise un système de chiffrement qui s'appelle ECIES. Chaque ami que vous avez a une clé qui est générée, qui est transmise aux amis qui veulent partager leur position. Et donc, ce chiffrement ECIES utilise cette clé pour chiffrer la position. Et cette information de position chiffrée, c'est ça qui va être partagé. ECIES, ça désigne plutôt un système de chiffrement. Au fond, tout ce qu'il y a, c'est de l'AES. Donc c'est quelque chose de très sécurisé. C'est une bonne idée, mais comment est-ce que ça marche du coup quand on parle de partage de positionnement par satellite? Parce qu'il y a des problèmes très différents, puisque bien sûr ce serait beaucoup de données. Donc Apple s'est posé la question et a quand même besoin de sécuriser cette interface de communication par satellite. Parce que si je peux envoyer ce que je veux au satellite, je pourrais très facilement surcharger le satellite de données et ce serait impossible pour tous les autres utilisateurs d'utiliser ça pour envoyer leur propre position. Donc pour ça, on a des clés qu'on appelle les clés LLC. Ça, c'est des clés qui sont générées en amont. Quand on a onboardé notre iPhone 13 pour avoir la fonctionnalité satellite, on l'a vu générer
cette paire de clés et les ajouter à la keychain. C'est des clés qui sont générées de façon sécurisée dans l'enclave sécurisée, directement dans l'enclave dans la puce. Elles ne sortent jamais de la puce, mais bien sûr, on peut exporter la clé publique pour signer ou pour chiffrer. Donc ça, c'est un processus qui est réalisé pendant le provisionnement initial. Et pour ça, il faut que l'iPhone ait un accès à Internet. Pourquoi? Parce que ces clés sont partagées, les clés publiques sont partagées avec Apple. L'idée est que chaque clé peut être utilisée pour une communication satellite. Donc, pour les synchroniser, les clés sont uploadées vers Apple, les clés publiques, bien sûr. Et Apple génère une clé publique unique pour chacune de vos clés et les renvoie en retour. Donc, vous avez un ensemble de clés publiques qui vous est fourni par Apple, qui correspond à un ensemble de clés que vous avez généré. Et vous pouvez voir dans votre keychain qu'il y a toutes ces clés qui sont labellisées Apple Computer LLC. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'information de clés, c'est stocké en tant que token dans l'enclave sécurisée. À droite, vous pouvez voir la clé publique qu'Apple a partagée. Vous pouvez voir les informations de clés réelles. Et vous pouvez voir ici que les labels des clés sont concordants d'un côté et de l'autre. Donc la clé publique d'Apple correspond bien à votre clé privée. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? C'est un système assez simple. On a un chiffrement par courbe elliptique ECDH pour créer l'échange. Ça permet de chiffrer les données et de les envoyer. Maintenant, vous voulez transmettre cette information au satellite. Comment faire? La prochaine étape pour Apple, c'est il faut bien sûr essayer de réduire le volume de données. Et donc pour ça, Apple a un format qu'ils appellent Light Location. Là-dedans, on a toujours la latitude, la longitude et une valeur de précision. Mais on utilise juste des valeurs sur des entiers de 32 bits. Donc pour que ça rentre sur 9 octets, on les multiplie juste et on les combine dans un seul octet. Il manque des informations ici comme l'élévation, la vitesse, etc. Donc, en termes de représentation des données, on convertit ces latitudes, longitudes et ça nous donne cet octet. C'est aussi le même format de position que ce qui est utilisé dans les AirTags. Donc, quand vous avez des informations de position qui viennent d'un AirTag, vous obtenez aussi un Light Location pour ça. Là-bas, c'est pas fait pour économiser de la bande passante de l'Internet, mais surtout de la bande passante pour Apple, parce que compresser ces positions qui vont stocker pendant très longtemps, c'est beaucoup d'espace et beaucoup de compression. Donc, pour le format chiffré, ton téléphone a besoin de transmettre tout ça au satellite. Donc, tout d'abord, tout va au modem, la clé LLC inclus, et puis ça fait dans le modem toute la magique, et puis ça l'envoie jusqu'au satellite. Ici, c'est là où on fait pas mal de recherches. C'est plutôt Qualcomm. On cherche plutôt de chercher le format qui a été envoyé, mais c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment. Ensuite, donc, tu as envoyé ta position au satellite, ça retourne à la Terre, et puis ensuite ça retourne sur les serveurs d'Apple. Et c'est comme ça que ça fonctionne de manière générale. Quand on regarde les services d'urgence, c'est un petit peu différent. Il y a d'autres choses à considérer. Comment est-ce qu'on commence ça? Ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, quand tu essaies d'appeler les services d'urgence, mais que tu n'as pas de connexion Internet, ton téléphone va essayer d'utiliser d'autres types de communication, mais si elles ne sont pas non plus disponibles, alors tu auras un écran comme ça. Donc là, tu peux envoyer des messages au service d'urgence. Qu'est-ce qui se passe quand tu as, par exemple, une détection de crash? Ça, c'est montré sur le côté droit de l'écran. Ça essaye de contacter les services d'urgence automatiquement, mais si ça rate, alors ça va essayer d'envoyer le texte à travers les satellites. Et ce qui est plutôt cool ici, c'est que ça envoie aussi des informations additionnelles, parce qu'il y a plus d'informations qui
sont requises pour les services d'urgence. Donc, tout le questionnaire va être envoyé. Donc, il y a d'abord le texte que tu écris au début, mais il y a aussi une fenêtre de chat où tu peux envoyer plus d'informations et ça envoie aussi ton niveau de batterie. Donc, par exemple, si tu n'as pas beaucoup de batterie, les services d'urgence le savent aussi et peuvent répondre de manière adéquate. Ils peuvent utiliser cette information. Ça envoie en permanence ta position parce que tu peux aussi être en haut d'une montagne. Donc ça envoie aussi la hauteur, l'altitude à laquelle vous vous trouvez, qui peuvent être utiles pour les services d'urgence, par exemple quand tu es en haut d'une montagne. Mais tout ça, c'est envoyé dans un format assez compressé pour envoyer le moins de bits possible, pour sauver le plus de place possible. Et ensuite, on a réfléchi à comment est-ce que quelqu'un pourrait utiliser de manière néfaste tout ça. N'applaudissez pas encore. Ce qui pourrait être aussi possible, bon, évidemment, on veut envoyer un message gratuitement, mais on peut envoyer la position à nos amis. Ça peut être utilisé seulement toutes les 15 minutes, mais on peut aussi envoyer des messages. Le problème, c'est que ça utiliserait toute la bande passante, et la bande passante est plutôt limitée. Imaginez, il y a peut-être plusieurs millions, voire milliards d'utilisateurs d'iPhone, donc ils doivent la restreindre d'une manière ou d'une autre. Donc comment est-ce qu'on pourrait utiliser des messages texte et des messages de position. Donc la latitude est de moins 90 à 90 et puis la longitude c'est de 0 à 180. Donc ça c'est 8 octets de données et on pourrait cartographier l'alphabet, faire des coordonnées GPS. Par exemple si on utilise les lettres majuscules et minuscules de A à Z et aussi les chiffres de 0 à 9. On a alors un espace de 10 chiffres qu'on pourrait utiliser. Et puis il pourrait y avoir 2 chiffres pour un caractère. Donc ça pourrait être 5 caractères par coordonnée. Donc ça pourrait être assez pour dire bonjour. On pourrait écrire le Hello World. Mais en fait, Apple a été un peu plus intelligent que nous. L'idée, c'est que tu peux... Il est possible de faker la géolocalisation d'un téléphone, mais si vous faites ça, forcément l'iPhone s'en rend compte, il le sait, et donc à moins d'avoir un iPhone jailbreaké, c'est pas possible d'envoyer une fausse localisation par le satellite. Apple a été intelligent, ils ont évité ce genre d'abus. Donc, et d'ailleurs, ça vous bloquera. Si vous essayez de faire ça, ça vous bloquera, ça vous rendra un peu capable d'utiliser la fonctionnalité liée au satellite pendant 1 à 2 semaines. C'est une façon de limiter les abus. Nous, on n'était pas au courant, on a fait ça et on s'est retrouvé bloqué dans nos recherches pendant 2 semaines. Donc, bien joué Apple. N'essayez pas ça parce que si vous retrouvez avec une vraie urgence, vous ne pourrez pas utiliser le système d'appel d'urgence, donc attendez plutôt qu'il y ait une vraie solution. La solution sera probablement un jailbreak de l'iPhone 14. Quand est-ce que ça arrivera? Probablement bientôt. Et je crois qu'avec ça, c'est l'état de notre recherche et la fin de notre talk. Ça nous laisse quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup. Dans la pièce, vous pouvez voir qu'on a 4 micros. Ta gauche n'est pas ma gauche, mais c'est pas si grave que ça. Sur Internet, vous pouvez aussi poser les questions. On regarde aussi IRC. On regarde dans la salle Granville. Utilisez les hashtags appropriés. On a un petit peu plus de temps que ce qu'on pensait. Donc on peut poser quelques questions. Donc on peut commencer avec le micro numéro 1. Bonjour, merci pour la présentation. Vous utilisez AES GCM, mais vous utilisez AES GCM qui fait toujours des blocs de 16 octets et du coup, à quoi ça sert de faire des blocs de 9 octets puisque du coup le chiffrement devrait rajouter des octets de padding. La réponse alors, pour autant que je sache, ça envoie réellement 9 octets
ils utilisent plusieurs systèmes de chiffrement dans ICIS. Donc ça génère pour chaque ami une clé publique-privée qui doit aussi être partagée. Donc en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'il y a 83 octets de données qui sont envoyés à chaque message. Je crois que pour ce qui est de AES-GCM, il me semble qu'ils font des blocs de 9 octets, mais je ne serais pas capable de dire exactement pourquoi ou comment ils font ça. Allons de l'autre côté de la salle. C'est peut-être une question plutôt naïve, mais comme c'est un satellite redirigé, as-tu essayé d'envoyer plus de données et peut-être que ça marcherait? Alors, ça ne marche pas sans jailbreak. Et après, tu aurais tu réimplémenterais le protocole, mais sans l'iPhone. Est-ce que ça marcherait, par exemple? Alors, c'est dur à dire, parce que bon, le satellite en lui-même, c'est juste un réflecteur. La question, c'est qu'est-ce qu'il y aura comme implémentation du côté Apple quand les messages vont arriver, parce que tous les messages qu'on envoie satellite arrivent sur un serveur d'Apple. On pourrait réimplémenter le protocole, bien sûr. Le problème, c'est surtout la modulation, démodulation. On sait à peu près quelle modulation utiliser, mais on n'a pas pu démoduler encore les signaux nous-mêmes. Avant qu'on aille à d'autres questions dans la salle, est-ce qu'on a quelques questions sur Internet? S'il vous plaît, quand vous quittez la salle, est-ce que vous pourrez rester silencieux? On a quelques questions d'Internet, mais quelques questions ont l'air d'être déjà répondues. L'Internet voudrait avoir des détails sur l'aspect physique de la communication avec le satellite. Est-ce qu'on connaît les fréquences, la taille des messages, d'autres données d'ordre physique? Est-ce que ce serait possible de regarder ces signaux avec, je sais pas, un receveur SDR par exemple, Software Defined Radio? C'est possible de regarder les signaux avec un SDR. On peut regarder toutes les fréquences de 0 jusqu'aux communications satellites. Tu peux trouver plus d'informations à propos, par exemple, de quel schéma de modulation est excité, des rapports FFC d'Apple. Donc, c'est aussi possible de l'enregistrer, c'est aussi possible de l'envoyer. Mais le problème, c'est que les modulations ne sont pas toujours faciles. Il y a quelques trucs qui ont besoin d'être faits pour finir ça. Vous avez dit que les clés de chiffrement sont créées et partagées avec Apple. Est-ce que je suis correct si je pars du principe que si, après avoir utilisé ces clés sans avoir Internet, on ne peut pas les réutiliser pour envoyer d'autres messages? Oui, je pense qu'il y a 13 clés à peu près. Et c'est quelque chose qui ont été déjà essayé. Est-ce que tu as déjà essayé Est-ce qu'il y a un étudiant qui a déjà essayé? Il a essayé, mais ça ne marchait pas. Mais ça aurait pu être parce qu'il n'a pas été en ligne pendant plus de 2 semaines et il ne savait pas où est-ce que les satellites étaient. Donc oui, peut-être que c'est possible d'envoyer des messages avec ces clés de dernier recours. En gros, il est possible d'utiliser les clés jusqu'à ce que Apple décide que les clés ne sont plus valides. Donc c'est possible qu'Apple ait de la logique pour garder une clé valide plus longtemps que les autres effectivement en dernier recours. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement exploré. Une question de l'Internet. Est-ce qu'il y a des informations sur l'aspect financier? Combien est-ce que ça coûte à Apple d'avoir cet accès à Global Star? Et est-ce que potentiellement ce sera un coût qui va être répercuté sur les utilisateurs? Il prévoit de faire payer, mais on n'a pas vraiment beaucoup plus d'informations. Micro 1 encore. Et vous avez mentionné que les satellites et que les données sont envoyées à une station au sol. Et comment est-ce que cette station connaît le téléphone duquel viennent ces informations? Alors, la station au sol ne sait probablement pas. Après, il y a un serveur Apple à côté de la station au sol et lui peut voir le message décodé.
et il peut voir si le message qui a été, alors on ne sait pas si c'est chiffré ou signé, mais en tout cas, il y a un système pour que ce serveur soit capable de reconnaître de quel Apple ID vient le message et donc d'identifier de quel téléphone ça vient. Donc, il y a des informations qui sont stockées du côté d'Apple pour ça. Et c'est ça qui permet d'avoir cette concordance entre messages et téléphone. Et nous avons peut-être une dernière question de l'Internet. Alors, une question. Si je génère mes clés publiques, que je les donne à Apple et qu'Apple les transmet à mes amis, est-ce que Apple pourrait faire ses propres clés et les transmettre à mes amis en se faisant passer pour moi et donc être un man in the middle dans le protocole Find My? Ça dépend comment ils partagent les clés. J'ai pas encore vraiment trouvé où est-ce que les clés sont actuellement générées. Je sais juste que elles sont. Je sais juste aujourd'hui quand est-ce qu'elles sont échangées, quand est-ce qu'elles ne sont pas échangées. Tu peux aussi te faire virer de la liste de tes amis. Mais quand tu ajoutes un ami, alors elles ne sont pas échangées. Donc ça, c'est le genre de choses que je sais, mais je peux pas dire beaucoup plus à propos de ça. Faisons encore un gros round d'applaudissements pour remercier nos 3 présentateurs ce soir.